Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro d'émission spéciale sur Al24 News. Pour la troisième année consécutive, le ministère de la Maison Royale et du Protocole vient d'annoncer que les festivités et la célébration du trône n'auront pas lieu cette année, prévues généralement comme le veut la coutume au Maroc, le 30 juillet. Ces festivités sont reportées, voire même annulées pour des raisons de Covid. Que cache cette annulation ou ce report, surtout devant l'absence prolongée du roi, une absence justifiée par le Covid. Mais le Covid, qui a bon dos depuis quelque temps au Maroc, ne semble plus convaincre grand monde. Que se passe-t-il au Maroc donc? Où se trouve le roi et qui gère le pays? Pourquoi tant de mystères entourent le roi Mohamed VI alors que le pays est plongé dans la crise et la normalisation avec l'entité sioniste? La contestation gagne du terrain mais ne trouve pas entendeurs. Les locataires du palais royal seraient-ils trop préoccupés par leur lutte intestine pour la succession qui ne le sont pour le sort ou par le sort de leur population? Ou la question serait-elle plus grave que l'on le croit? Se joint à nous pour tenter de répondre en tous les cas à ces questions Monsieur Gamel Abina, expert en questions internationales depuis Paris par Skype. Monsieur Abina, bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Monsieur El-Khanti Bala, militant sahraoui et analyste politique. Monsieur El-Khanti, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. La fête du trône, je le disais, a été annulée, voire reportée pour la troisième fois ou la troisième année consécutive. Qu'est-ce que cela signifie? Le Covid est-il la vraie raison ou le bon prétexte? Mais avant d'entendre vos réponses, monsieur, je vous propose de voir ensemble ce sujet signé Sohila Kilel et nous y reviendrons. Pour la troisième année consécutive, les festivités des célébrations officielles de l'anniversaire de l'accession au trône du roi Mohamed VI sont annulées. C'est pour les deux précédentes années, la pandémie du coronavirus en était la principale cause. Cette année par contre, les raisons avancées ne semblent pas convaincre grand monde et les spéculations sur l'état de santé du monarque marocain vont bon train. Les observateurs remettent en cause la validité des raisons avancées par un communiqué du ministère des Palais Royaux du Maroc, qui a annoncé le report de toutes les célébrations qui se tiennent à l'occasion de la commémoration du 23e anniversaire de l'accession du roi Mohamed VI au trône, compte tenu de la poursuite des mesures préventives contre l'épidémie du coronavirus. Mais l'incertitude entourant la santé du roi demeure plus que jamais vive, surtout que ce dernier avait été annoncé positif au virus il y a quelques semaines et depuis n'est plus apparu en public. Les médias marocains s'interrogent sur le réel état de santé de leur monarque, dont le long silence inquiète de plus en plus et laisse place au doute. Mohamed VI n'est guère apparu sur la scène politique marocaine malgré la crise politique qui secoue le régime du Marzen, une grogne sociale et une ébullition sans précédent due notamment à une baisse drastique du pouvoir d'achat et à l'inflation, mais pas que. En effet, sur le plan politique, le régime marocain a choisi son camp en normalisant ses relations avec l'entité sioniste, ce qui n'a fait qu'isoler le pays sur la scène internationale, entassant au passage la réputation de ce pays et de son peuple. Peuple qui lui rejette et dénonce cette décision et le fait savoir haut et fort. Alors, comme je le disais, monsieur Kantibala, pour commencer avec vous, alors que cache cette annulation? Et est-ce que le Covid est réellement la véritable raison ou est-ce que c'est juste un prétexte pour justement ne pas dévoiler le plus gros? Je suis enclin de penser que ce n'est qu'un prétexte, étant donné que l'évolution du coronavirus est une évolution plutôt pas très inquiétante, que le danger n'est plus ce qu'il était au début ou au moment où les États ne savaient pas, les États et les organisations sanitaires ne savaient pas ce que c'était ce virus. Et donc voilà qu'on est en troisième année de cette épidémie et on trouve le prétexte d'annuler toutes les cérémonies reliées à cette cérémonie du trône alaouite. Donc c'est parfaitement un prétexte. Quand on sait que le roi Mohamed VI est souvent absent de son pays, effectivement, souvent absent, et il y a même certains observateurs qui doutent de sa présence lors de la fête de l'Eid al-Adha.
Donc, pourquoi cette absence? Est-ce que c'est lié à son mode de vie privé sur lequel on a tant parlé, tant dit? Est-ce que c'est lié à sa santé dont il n'hésite pas à en jouer? Je rappelle que le premier communiqué extrêmement nouveau, par ailleurs, concernant les mœurs de la monarchie marocaine, c'était en 2009, où ce Mohamed VI a choisi de communiquer sur sa santé en disant qu'il a été affecté par le rotavirus. Donc, tout est possible. La santé, de toute façon, de ce monarque est extrêmement fragile et tout est possible. Il est fort probable que cela ne soit qu'un prétexte cachant effectivement des choses extrêmement graves liées à la santé du monarque et à la vie politique tourmentée telle qu'observe bon nombre d'observateurs de cette monarchie marocaine. Monsieur Gamel Abina, est-ce que justement ce prétexte du Covid qui a été donc énoncé les 2 dernières années est valable cette année, même s'il ne semble pas réellement convaincre? Non, il n'est pas du tout valable, c'est très fantaisiste. C'est une façon de justifier d'une incapacité à pouvoir faire cette fameuse fête du trône, qui est une tradition à laquelle il ne dérogeait jamais. Oui, j'ai envie de dire une chose, une petite information qui va peut-être vous faire sourire. J'ai eu l'occasion de rencontrer le roi du Maroc à Paris une fois, par accident, pas loin des Champs-Élysées, dans un magasin, un commerce, et j'ai été lui serrer la main pour discuter quelques minutes avec lui. Ça dure un petit quart d'heure, au cours duquel je l'ai félicité pour ses engagements en matière écologique. J'ai pas parlé évidemment de politique parce que là-dessus on ne serait pas tombé d'accord, mais j'ai noté effectivement qu'il sortait juste d'une opération une semaine auparavant, ce qu'il m'avait confié d'ailleurs, et qu'il était très affecté, il avait les yeux un petit peu injectés. C'est quelqu'un qui, effectivement, a des problèmes cardiaques, on le sait déjà, puisqu'il y a eu 2 interventions coup sur coup, une en 2018, si je ne me trompe pas, et puis je crois récemment en 2020. C'est quelqu'un qui a une santé assez précaire, malheureusement, on peut que le déplorer pour un dirigeant, et surtout, c'est quelqu'un qui ne peut pas donner le sentiment, et c'est la question de la santé des dirigeants en règle générale dans le monde, est un secret bien gardé. On le voit bien avec Mitterrand qui a duré 14 ans avec un cancer, on le voit bien avec Roosevelt, enfin, tout un tas de dirigeants comme ça qui ont des problèmes de santé et qui ne vont évidemment pas se vanter de la détérioration de leur santé, parce que c'est l'image du pays qui renvoie. Et donc, il y a fort à parier qu'il ait des problèmes de santé assez sérieux. Et je pense qu'il y a aussi l'usure du pouvoir. Ça fait 23 ans qu'il est arrivé aux commandes, en 99. C'est un homme qui est fatigué, on le sent fatigué, lassé des questions de politique. J'ai le sentiment que c'est un peu ça qu'il renvoie comme image. Et donc, quand on nous annonce qu'il ne sera pas là et qu'on a un film qui a été produit où il fait la prière pour l'Aïd al-Adha, vous pensez que c'est une mise en scène, monsieur Abina? Vous pensez que c'est une mise en scène, un montage, une sorte de montage? C'est vrai que je ne vais pas faire de spéculation. Oui, je dis que le sentiment que ça donne. Oui. Tout à fait. Le sentiment que ça donne quand on renvoie une image comme celle-ci, c'est que ça ressemble à une mise en scène, évidemment, parce que en règle générale, ces dirigeants, tous les dirigeants dans le monde en général, aiment les bains de foule, aiment se manifester, aiment rassurer leur population, ce qui est normal. C'est un dirigeant comme tous les autres. Et là, en substance, il fait une petite prière comme ça en catimini avec son fils et son frère, et puis une cohorte de proches du palais, mais manifestement, on ne le voit plus. Ça fait un certain temps déjà qu'il ne s'est pas présenté en direct. Là, on dit qu'il serait revenu. Il y a beaucoup de bruit qui court. D'autres qui disent qu'il est encore dans son château en France, qu'il aurait eu Covid asymptomatique. C'est ce que son médecin personnel nous témoigne. Mais en demeurant, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Une chose est évidemment certaine, la prise de poids qui est artificielle, puisque pour l'avoir vu physiquement, c'est pas une prise de poids liée à la malbouffe. Enfin, clairement, c'est certainement de la cortisone qu'il est obligé de prendre pour faire face à ses problèmes de santé. Je pense que tout cela explique, d'ailleurs qu'il maigrit beaucoup récemment, explique peut-être cela. Ensuite, il a effectivement chopé sans doute le Covid comme beaucoup de monde. Malheureusement, c'est une maladie qui ne fait pas de distinction de genre et de classe. Et je pense qu'effectivement, c'est compliqué pour lui. Mais ce qu'on a le sentiment de voir là, c'est un peu une impression de fin de règne. Et j'ai l'impression que, comme son grand-père d'ailleurs, qui voulait quitter le pouvoir, faut jamais l'oublier. Oui. Beaucoup discuté avec Ben Barka. J'ai un peu le sentiment que c'est un petit peu le sentiment qu'il renvoie. C'est quelqu'un qui est fatigué, normalement. Oui. Alors, monsieur El-Khatibala, est-ce que le roi est parti? Est-ce que le roi aurait laissé le palais royal à cette fratrie dont beaucoup de bruit court? Donc, est-ce que l'information qui n'existe pas a laissé un petit peu la place à la rumeur? C'est possible. De tous les témoignages qu'on a eus de la vie privée de ce monarque, particulièrement Driss Basri et autres qui l'ont connu de tout près, c'est un personnage très effacé,
très timide, l'homme qui ne voulait pas être roi, vous vous en souvenez, etc. Et même que son roi ne voulait pas qu'il soit son successeur. Souvenez-vous, la fameuse phrase de l'erreur de chromosome. Donc, il est possible que la force présence, notamment de ses sœurs, tel qu'il est dit par-ci, par-là, et de son frère, fasse que lui-même soit extrêmement effacé. En tout cas, concernant la gestion politique du pays, du conflit interne, du conflit du Sahara occidental, du conflit du voisinage, etc. Oui, parce absolument. que par ailleurs, on observe que concernant les affaires économiques, on voit que ces affaires prospèrent extrêmement bien. Justement, monsieur Qatibala, où est le roi et pourquoi ce mystère entourant sa longue absence? Alors, c'est une tradition. Écoutez, la monarchie marocaine, il est dans ses us et coutumes de laisser les affaires monarchiques à l'intérieur des quatre murs. On se rappelle de comment il a géré Hassan II, ses affaires familiales, ses affaires politiques, le secret absolu qui a entouré tant d'affaires graves, telles que Ben Barka, telles que les points fixes 3, tels que Galat Mgouna, où j'ai séjourné, tels que Tazmamar, tout ça, c'est le secret absolu. Et donc, de ce point de vue-là, Mohammed VI ne déroge pas à la règle. Tout est secret dans ses affaires. Mais il est également connu que Mohammed VI passe beaucoup de temps dans son palais dans le Val d'Oise, en région parisienne, où d'ailleurs à Paris et à Neuilly séjournent également ses sœurs, c'est connu, sa mère réside à Neuilly-sur-Seine, dont on dit qu'il y est attaché, etc. Et ceci dit, les affaires politiques du pays, la présence au pays se fait rare et se fait effectivement rare. Ben justement, monsieur Gamal Abina, est-ce qu'il y aurait réellement une lutte de clans pour la succession au trône entre la fratrie royale, au sein de la famille royale, si vous souhaitez, ou est-ce que c'est juste des rumeurs? Vous savez, le tableau qu'on a dressé à l'instant, que votre invité vient de dresser, est intéressant. Oui. À plus d'un titre. D'abord parce qu'effectivement, c'est un roi qui n'était pas aimé par son père. Je pense que c'est pas difficile de le deviner, pour beaucoup de raisons qu'on va pas évoquer là, mais dans tous les cas de figure, c'est un roi qui est devenu roi un petit peu de façon accidentelle, puisque c'était l'aîné, tout simplement. Je pense que son frère a beaucoup jalousé le rôle, puisque son frère a 52 ans, 58. Absolument. Il a beaucoup jalousé cette situation. D'ailleurs, même quand je l'ai rencontré à Paris, ce qui m'a frappé, c'est qu'il était derrière. C'est pas un homme très souriant, son frère, mais il n'en demeure pas moins que, à contrario, lui, c'est quelqu'un d'avenant, de souriant, de franchement agréable pour discuter avec lui. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas le sentiment qu'il renvoie. Mais effectivement, il a un costume très grand qu'il porte difficilement, qui est très lourd à porter. Et son père, qui n'avait pas de passion particulière, l'a poussé effectivement à préférer sa mère, ce qui est normal. Oui. Ensuite et surtout parce que quand il arrive aux commandes, on l'appelait le roi des, faut se souvenir des termes, le roi des pauvres. Et je crois qu'il avait à cœur, sincèrement, je pense qu'il avait à cœur de réduire la pauvreté de son pays. C'est le sentiment qu'il donne. Malheureusement, de ce qu'on appelle le Marzen, donc le système royal, on a évoqué Driss Basri, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur, tout un tas de caciques du pouvoir, cela verrouille. Toujours, absolument. Il verrouille la décision politique. C'est-à-dire qu'il y a des lignes rouges qu'il ne pourra pas franchir. La question du Sahara occidental, évidemment, parce qu'on a Sahraoui sur le plateau, est une question qui n'est pas négociable. C'est son père qui disait tout est négociable sauf le drapeau au Sahara occidental. Donc rien n'est négociable, littéralement. Et qu'aujourd'hui, nous avons un homme qui, bon an, mal an, qui a tenté plusieurs approches avec l'Algérie, finalement se radicalise en se rapprochant d'Israël. Parce que, effectivement, les solutions sont très peu nombreuses. Mais j'ai envie de dire qu'à l'intérieur d'un palais royal, comme à l'époque de son père, qui était vraiment, lui, pour le coup, vraiment dans une démarche d'absolutisme total en termes de direction politique, qui tenait tout, lui, donne pas cette impression. J'ai l'impression qu'il s'occupe des affaires courantes, j'ai l'impression qu'il a tendance un petit peu à s'occuper de son jardin secret et qu'en même temps, frappé par la maladie, eh bien, beaucoup de décisions doivent le dépasser. C'est l'impression que j'ai, je me trompe peut-être. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un homme fatigué, c'est un homme vieillissant, évidemment, c'est un homme qui peut-être aurait rêvé, comme son grand-père, comme je disais, de ne pas exercer le pouvoir, qui est de fait à l'exercice de ce pouvoir, et de l'autre côté, les déséquilibres économiques au Maroc très criants. On sait très bien aujourd'hui que le Maroc traverse des crises multisectorielles, tourisme, Covid. Une grogne sociale, des incendies, contre la normalisation.
Voilà, il y a tout un tas d'éléments qui conduisent effectivement à ce que ce pays donne l'impression de rappeler un peu l'Iran en son temps, quand ça avait commencé un petit peu à manifester dans les rues, d'un pays qui est en difficulté chronique et qui ne voit pas de solution. Et j'en veux pour preuve une chose qui va marquer, c'est 2 journaux qui ont titré au Maroc, 2 journaux marocains, donc des journaux qui ont quand même bonne presse en général, qui ont été extrêmement critiques vis-à-vis du Premier ministre qui avait été nommé récemment et qui est un milliardaire qui a tendance à oublier que le peuple a faim. Très bien. Et on a dit, il y a un chiffre qui est sorti, juste pour finir, c'est important de le rappeler, que 2 millions de Marocains aujourd'hui, c'est pas un chiffre de l'étranger, c'est un chiffre des Marocains, c'est tel quel qu'il a annoncé, que 2 millions de Marocains souffriraient de problèmes à se nourrir. C'est-à-dire qu'on serait dans une situation de malnutrition chronique. Donc là, c'est très inquiétant quand on se rend compte de la pauvreté. Oui, absolument. Très bien. Au sein de la famine, j'allais dire, ou de la malnutrition. Monsieur Kantibala, certains médias actuellement parlent carrément de disparition du roi, tant le roi Mohamed VI ne montre pas signe de vie, n'eût été, comme vous le disiez tout à l'heure, cette brève apparition lors de l'Aïd al-Adha. Mohamed VI est un roi muet, il faut le rappeler. Depuis longtemps, en fait. Il n'a jamais parlé à une presse ni nationale ni étrangère. Les interventions qu'il a faites se comptent sur le bout du doigt. Quand il parle, le peu de choses, c'était pour soulever des polémiques quand il avait parlé de mafia espagnole qui était beaucoup plus dotée, beaucoup plus puissante que la mafia marocaine. Donc c'est un homme qui ne parle pas, qui ne gouverne que par le symbole, que par les apparitions par-ci et par-là. Et effectivement, il apparaît comme quelqu'un d'extrêmement effacé, qui ne tient pas le règne de son pays. L'évolution récente l'a complètement démontré. Il y a d'autres centres au pouvoir qui lui contestent le pouvoir tout en le hissant en même temps comme les chefs de file de ce régime. Oui. Par exemple, tout cet espionnage contre des États, c'est extrêmement grave. Cependant, les informations filtrées par-ci par-là indiquent que le Maroc se livre bel et bien à un espionnage via Pegasus, à des personnalités étatiques, à des institutions étatiques, et non pas aux simples citoyens marocains tels qu'ils avaient l'habitude de faire depuis le règne de Hassan II. Donc, autre affaire extrêmement grave, c'est ce rapprochement avec Israël, un rapprochement non pas, c'est vraiment dans une dynamique belliciste qui tente à la fois d'écraser le peuple sahraoui, mais en même temps à chercher des noises et des complications à la voisine Algérie. Et on voit bien que le régime ne sait plus à quel sein se vouer, et que le roi, qui est censé être le chef de tout ce régime, n'est pas vraiment celui qui décide totalement. Donc il est à la fois absent symboliquement et effectivement. Oui, très bien. Alors dans ce cas-là, M. Kantibala, qui gère le pays en ce moment? Parce qu'il y a réellement une sorte de vide politique. Et ça se ressent même au niveau donc, du vécu du Marocain au quotidien. Depuis l'époque de Hassan II, on avait attribué beaucoup de puissance à Driss Basri, le ministère de l'Intérieur, qu'on appelait le maire des ministères, celui qui gérait tout au nom de Hassan II. Par la suite, Driss Basri, en conflit avec Mohamed VI, on avait donné un centre de pouvoir nommé la JED, qui est une institution militaire dirigée par le copain de M6, toute la gestion qui était confiée à Driss Basri. Tout récemment, on avait vu émerger un autre centre de pouvoir qui est l'administration de la sûreté nationale dirigée par Hamouchi, qui est lui ministère de l'Intérieur. Donc on voit quelque part le retour du ministère de l'Intérieur à côté de l'armée représentée par la JED et le Mansouri, sans oublier pour autant la famille royale. On attribue énormément de présence dans la gestion des sœurs de Mohamed VI et de son frère également. Tout récemment, sur le plan symbolique, on a vu la présence répétitive à la fois du frère mais aussi de son fils. Est-ce que cela est un symbole d'une contestation de la succession monarchique au sein de la famille royale? Tout est possible. Oui.
Très bien. Monsieur Gamal Abina, je vous repose la question autrement dit. Le pays, depuis quelque temps, donne l'impression un petit peu qu'il navigue à vue, une impression d'être livré à lui-même devant l'absence totale donc, de réponse face au mouvement de contestation sociale, mais également face à ce mouvement contre la normalisation avec l'entité sioniste. Qu'en pensez-vous, monsieur Gamal Abina? Je pense que le pays ne navigue pas à vue. Le sentiment qu'il renvoie, c'est ça, effectivement, mais dans les faits, c'est bien verrouillé. Ils savent très bien ce qu'ils font. Oui. La contestation, même si elle commence à grandir, doit être gérée, soit en faisant en sorte, mais ils n'ont plus les moyens, de réduire la contestation par des cadeaux sociaux, entre guillemets, des cadeaux à la population, ou simplement par la répression. Ce qui se passe, c'est que c'est un pays qui traverse différentes difficultés. On peut les évoquer rapidement. La question de l'énergie qui va leur coûter très cher aujourd'hui à cause de la rupture d'approvisionnement de l'Algérie. La question, évidemment, d'une sécheresse qui a des conséquences calamiteuses sur la question de l'agriculture marocaine, le Covid qui laisse encore des traces depuis 3 ans, puisque le tourisme a été littéralement arrêté et totalement à l'arrêt, des déficits qui se sont creusés, un pays qui est à 100% de dette publique, enfin, c'est un pays qui va pas très bien, qui a des difficultés et qui a du mal à les traverser, et qui essaie de tendre la main un petit peu à droite à gauche, qui fait feu de tout bois. Mais ce qui se passe au Maroc, c'est qu'il y a 2 choses que j'aimerais souligner quand même qui m'ont marqué. Hassan II, qui était un dirigeant despotique, n'était pas aimé par sa population et n'aurait jamais pris le moindre bain de foule. Jamais. Son fils, en revanche, était aimé par sa population. D'ailleurs, ils ont toujours une petite sympathie pour lui parce qu'il donne le sentiment d'avoir une certaine bonhomie, proche de la population, refuse de se faire embrasser la main, tous ces éléments un petit peu caricaturaux de la dictature absolue que pouvait exercer son père. Et donc, il pouvait avoir une belle image et je pense qu'il a un certain attachement à cet homme au sein même de la population, à telle enseigne que même le RIF, dans lequel n'allait jamais son père, lui, il s'y est rendu plusieurs fois. Donc il c'est a vrai également qu'il y a des emprisonné ses leaders. Tout à fait. On parle évidemment de Zafzafi, le plus oui. emblématique. Oui. Mais j'ai envie de dire, quand on dit il a emprisonné, je pense qu'effectivement, c'est une responsabilité largement engagée, mais je pense qu'il y a un système qui est verrouillé. Ça rappelle vraiment, on parlait d'Idriss Basri, mais pas seulement. Il y a tout un système au Maroc, parce qu'on parle beaucoup des généraux en Algérie pour caricaturer le pouvoir algérien. On parle moins des généraux marocains qui sont quand même très très bien placés et qui sont assez bellicistes. Oui. On parle pas du système de sécurité du territoire, qui est très très bien organisé. Tous ces éléments-là conduisent à dire que le Maroc est un pays rare comme les autres, avec une couronne au-dessus, c'est tout. Oui. Et c'est vrai que qui dirige qui au Maroc, c'est difficile à dire. En revanche, qu'il y ait plus d'oreilles vers la population, je pense que là, il y a une inquiétude grandissante. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 journaux marocains qui titrent sur la détresse du peuple, c'est quand même une première qu'on n'avait jamais vue, même sous l'époque la plus douce du Maroc. Oui, très bien, vous faites bien de le dire, puisque de toute façon, même si dans un air sympathique qu'il donne, le roi Mohamed VI, sous son règne, il y a eu quand même la normalisation, il y a eu l'imposition justement de l'entité sioniste donc au Maroc, il y a eu comme une sorte d'humiliation de la population, et on l'a vu lorsqu'il y a eu la dernière visite du chef d'état-major, comment son homologue marocain avait la tête baissée alors que lui, il avait une allure altière, comme s'il était en terrain déjà conquis. Donc des images qui parlent, qui sont très disants, et on voit un petit peu le malaise de la société marocaine. Monsieur Kantibella, il y a également pour sa part ce sénateur américain James Inhofe qui a toujours pris position, il faut le dire, pour le Front Polisario, pour la République démocratique sahraoui, lui qui vient de tirer donc à boulet rouge sur justement le Maroc par rapport à l'occupation marocaine du Sahara occidental, mais le plus il a dénoncé la position de son pays qui est les États-Unis concernant certaines opérations militaires dans les territoires occupés, les territoires sahraouis bien sûr. Oui, il faut d'abord rappeler que James Inhofe est à côté de la justice, du droit international. C'est un républicain conservateur, mais qui a dénoncé depuis longtemps une situation complètement aberrante, complètement injuste, inadmissible, une honte pour la communauté internationale qui est l'annexion, l'occupation du Sahara occidental qui ne relève pas de la souveraineté du Maroc, avec tout ce que cela comporte comme torture, comme brimade, comme pillage, comme crime, etc., etc. James Inhofe s'est rendu dans les territoires sahraouis. Il a longtemps essayé à ce que les États-Unis puissent accepter de pousser le Maroc vers une issue qui à la fois conserve
l'honneur perdu de ce régime marocain, mais aussi garde une façade d'honneur et d'honorabilité pour le système international et à la fois permettre au peuple sahraoui de vivre librement sur son territoire. Chose malheureusement que certains cercles dirigeants aux États-Unis n'entendent pas de cette oreille. Malheureusement, car de cela est victime le peuple sahraoui, mais est victime également la région, mais est victime également le système des Nations Unies et le droit international. Parce que à quoi ça rime de tolérer qu'un pays, dans ce cas d'espèce le Maroc, puisse aller au-delà de ses frontières, annexer presque un territoire grand comme son propre territoire et sans qu'il y ait la moindre intervention du Conseil de sécurité, sans qu'il y ait la moindre activation du chapitre 7 du règlement du Conseil de sécurité. Oui. C'est extrêmement grave. De ce point de vue-là, James Inhofe est à côté du droit, est à côté de la justice. Et son intervention tout récemment, je pense hier ou avant-hier, c'est parce qu'il était quelque part scandalisé que ces manœuvres militaires entre les États-Unis, des États-Unis sur le territoire marocain aient lieu et il demande à ce qu'il n'ait pas lieu parce que le Maroc n'est pas un régime en fait digne à ce que les États-Unis soient affichés avec lui dans de telles initiatives. C'est quand même extrêmement grave. Je le répète, le Maroc a agressé le Sahara occidental et a annexé un territoire qui ne lui appartient pas. Et de ce fait, il pose un problème de sécurité extrêmement grave. Oui, et pas seulement pour le Sahara occidental, mais aussi pour l'Algérie, dont il revendique d'ailleurs des territoires en parlant des frontières authentiques dans sa propre constitution. Mais très bien, merci Kantibala. Monsieur Gamal Abina, avant de conclure, et il ne nous reste pas beaucoup de temps, je voulais juste dire que ce n'est pas la première fois que le sénateur américain James Inhofe charge un peu le Marzen et il reproche surtout à son pays d'avoir, si vous voulez, changé de position, chose qu'il n'aurait pas dû faire, et surtout de s'impliquer dans des opérations militaires, dans des territoires encore discutés. Que pensez-vous, monsieur Gamal Abina, brièvement, s'il vous plaît? Très rapidement, c'est Trump qui a obtenu à bon compte la reconnaissance par le Maroc de l'accord de paix, il faut appeler ça comme ça, d'Israël, ce qui est une faute lourde et grave de la part des Marocains, parce que ça ne correspond pas à ce que le peuple voulait, pour commencer. Je parle du peuple du Maroc. Ensuite et surtout parce que le mythe du Grand Maroc qui était voulu par l'Istiqlal est une fumisterie fabriquée par Lyoté, il faut le rappeler quand même. Il n'y a pas de Grand Maroc, il y a un Maroc qui s'arrête là. Mais surtout, les Sahraouis sont dans le droit, et c'est bien de le rappeler. Ils ont été effectivement, on refuse de leur faire leur référendum, alors que c'est le droit qui devrait primer depuis 91. Les Américains ont considéré qu'ils devaient reconnaître la souveraineté du Maroc, alors qu'ils outrepassent le comité international. Mais rappelons quand même que la plupart des pays dans le monde n'acceptent pas cela. Et cette idée du Sahara occidental qui doit être contrôlé par le Maroc, c'est une question économique, il ne faut pas le perdre de vue. Il y a du poisson, il y a de l'or, il y a beaucoup de phosphate, c'est la plus grande réserve de phosphate au monde. C'est un souterrain très riche. Tout à fait. Donc, les terres rares sont aussi nombreuses et peu exploitées. Donc, c'est vrai que les questions économiques sont toujours des sous-jacents. Mais j'ai envie de dire simplement, pour avancer mon propos, et ce que je trouve vraiment dommage, moi qui suis algérien, arabe, musulman, africain, je n'accepte pas que le Maroc ait un traitement vis-à-vis de ses frères. Et je parle bien de ses frères, pas algériens. C'est une évidence. Sahraoui, comme le fait Israël avec les Palestiniens. Parce que Israël, ce sont les Européens qui tuent les Arabes, c'est logique, ils sont dans leur rôle. Mais que des frères arabo-musulmans se battent entre eux, c'est intolérable, parce que ça sert la soupe à l'Occident, et ça, c'est une chose qui doit être repensée. Et pour sortir de ce piège, qui est un piège tendu aux Marocains et aux Algériens, je parle des peuples, je ne parle pas des dirigeants, pour en sortir, il faut parler, il faut communiquer, il faut discuter, et il faut sortir de ce piège insupportable. Le Maghreb doit être un et indivisible, et le Maghreb, c'est aussi le Sahara occidental. Oui, c'est surtout, il faut trouver un bon entendeur et de bons interlocuteurs qui ne soient pas sous l'influence d'un État sioniste, ce qui est bien dommage. Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Monsieur Kantibala, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Gamal Abina, merci également à vous d'avoir participé à notre émission. Mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Le journal de 19h vous est présenté par Fatma Mhani. Je vous dis au revoir.